Bonjour à tous. Dans ce troisième épisode de Narratif, nous allons explorer ensemble, bien sûr de manière très incomplète, le monde des structures. Parce qu'il faut bien commencer quelque part. Et parce qu'alors, autant commencer par le plan le plus large possible. Par une vue d'ensemble, dans laquelle on pourra ensuite, si le cœur nous en dit, zoomer ici ou là sur des points plus précis. Si vous avez suivi l'épisode précédent, nous savons désormais qu'une fiction est en fait plus qu'un objet d'étude. C'est un objet multiple, qui peut s'observer d'une foule de façons. On peut en décortiquer les tenues, les décors, les aspects sociaux, politiques, moraux, les trajectoires des personnages, les différents niveaux de narration dans un roman à focalisation variée, on pourra y revenir un jour. On peut se pencher sur la gestion du couple urgence-patience, en d'autres termes, sur la gestion de l'équilibre entre calme et moments de tension, la place du descriptif, la place des dialogues, le côté plus ou moins performatif ou prescriptif du langage chez certains personnages, l'équilibre des rôles au sein d'un groupe de protagonistes, tout ou presque peut être passé au crible. Mais dans une histoire, on peut aussi tout simplement étudier l'histoire elle-même. Et plus loin que l'histoire, on peut même essayer d'en décrypter le code source, le langage par-delà le langage, la suite qu'on ne voit jamais avec nos yeux, mais sur laquelle tout repose, qui dit à tout ce qu'on lit, à tout ce qu'on voit, comment se comporter. C'est la structure de l'histoire, et l'on peut la considérer comme une matière d'étude qui se suffit à elle-même, et qui n'a pas forcément besoin qu'on étudie son contenu pour la comprendre. Structura, en latin, c'est un arrangement, une construction. Et dérivé de structura, il y a struere, assembler, ranger. Et ranger, ça m'intéresse comme idée. On peut se demander pourquoi range-t-on ? Et surtout comment ? Est-ce qu'il y a des choses qui vont forcément à une place dédiée ? Est-ce qu'il y a des récits dans lesquels on peut tout ranger, où l'on veut, n'importe comment, et voir ce que ça donne ? Ou est-ce que globalement, certains objets vont toujours à la même place dans la maison, quelle que soit la maison qu'on est en train de construire ? Dans un premier temps, rangeons-nous derrière l'évidence suivante. Quoi que l'on écrive, mettre ses idées en ordre pour qu'elles soient d'une part intelligibles et d'autre part efficaces à tendre vers leur but, quel qu'il soit là encore, c'est plutôt important. Pour vous en convaincre, je vais jouer, pour vous, à mon jeu absurde favori. Oui, chacun ses occupations, vous allez voir. Je vais prendre les 10 premières phrases de, disons, la trilogie du Seigneur des Anneaux, pourquoi pas. C'est facile, elles sont toutes prononcées bien sûr par la voix de Galadriel au début du prologue du premier film. J'en fais une liste verticale et je les numérote de 1 à 10. Ensuite, je vais lancer un générateur aléatoire de chiffres, de 1 à 10, et noter la suite qu'il me sort. Si un chiffre tombe 2 fois, je l'ignore, jusqu'à ce que tous les chiffres de 1 à 10 soient sortis au moins une fois. Puis je fais correspondre à cette suite mes numéros de phrases, et voilà ce que j'obtiens. Ouvrez les guillemets si vous n'avez pas peur. Beaucoup de ce qui existait jadis est perdu. Tout commença lorsque les grands anneaux furent forgés, les plus sages et les plus respectables de tous les êtres. Car aucun de ceux qui vivent aujourd'hui ne s'en souvient. 3 furent donnés aux elfes immortels, je le sens dans l'air, je le vois dans l'eau, 7 au seigneur nain, je le ressens dans la terre, le monde a changé. Voilà, je vous rassure tout de suite, vous ne venez pas de faire un AVC. Vous venez simplement d'expérimenter l'absence totale de structure. Ou plutôt, la structure du hasard seul, qui apparemment n'est pas suffisante pour donner une suite d'idées cohérentes. Vous venez de vivre ce qui se passe lorsque l'on prend tous les éléments d'une histoire, sans rien omettre, sans rien ajouter, en restant fidèle au contenu, mais que l'on retire la structure. Bien sûr, tout s'effondre. Et ce genre d'expérience donnera systématiquement des sortes de cadavres exquis qui ne dépasseront jamais la plaisanterie. Mais au-delà de la blague, justement, ça nous permet de constater à quel point la structure d'une histoire est fragile. Elle ne résiste pas à l'entropie, au désordre si vous préférez. Dès lors qu'on essaye de prendre les éléments qui la composent et de les assembler autrement, le sens se perd, se disperse, s'évapore. C'est une évidence de dire cela bien sûr, mais une fois qu'on a décidé d'un ordre dans lequel placer les différents éléments d'un récit, on a comme construit une grande vitre. Si l'on tape dessus, ne serait-ce qu'un peu, tout éclate. C'est particulièrement frappant à l'échelle d'un petit paragraphe, comme dans mon exemple un peu ridicule, parce que le langage lui-même est soumis à cette loi. Tout langage, tout ensemble d'au moins 2 phrases. On assemble nos phrases, consciemment ou non, en une suite logique. Et si l'on donne une structure différente à cette suite, la logique elle-même disparaît. Mais alors, vous vous en doutez, ce qui est particulièrement impressionnant, et qui se voit tout de suite à l'échelle d'un groupe de phrases,
est aussi valable pour les scènes d'une histoire, même si parfois personne ne prononce le moindre mot. Si l'on reproduit mon petit jeu, mais qu'on s'offre cette fois la patience de numéroter toutes les scènes de la communauté de l'anneau, puis de générer leur suite au hasard, vous voyez facilement, je pense, ce qui se passera. Cette fois, on n'aura pas touché au langage. Chaque scène gardera sa cohésion, et les dialogues notamment seront intacts. Mais la trame narrative globale va se mettre à engendrer des monstruosités de toutes sortes. Allez, vous savez quoi ? J'avoue tout. Je l'ai fait. Pour l'expérience, bien sûr. Et je peux vous dire qu'on obtient des choses assez amusantes, comme de voir Gandalf sombrer dans une scène et présenter l'anneau unique à Frodon quelques scènes plus tard, ou Frodon être protégé de la lance du troll par sa chemise de mithril que Bilbon ne lui a pas encore offerte. Des choses comme ça. Les cavernes d'Isengard être déjà creusées, puis ne plus être que de belles forêts, avant de redevenir des forges gigantesques. Arwen sauvant Frodon avant même qu'il ne soit poignardé. Je m'arrête là. On n'a pas attendu la semaine dernière, bien sûr, pour s'intéresser à la structure des histoires et à ce que voulait dire créer des structures qui soient efficaces. Il est difficile de savoir qui a publié en premier des réflexions sur ce sujet. On pourrait dire qu'il y en a dans la poétique d'Aristote, par exemple. Mais c'est surtout le XXe siècle qui est un grand siècle de structuralisme, le champ de recherche qui s'emploie à repérer et définir les grandes structures, dans tous les domaines possibles en fait, notamment dans les arts et parmi ceux-ci, en premier lieu, la littérature. Les premiers récits à avoir été étudiés en ce sens sont souvent les récits mythologiques et les contes, sans doute parce qu'il était intéressant d'étudier des histoires traditionnelles et donc profondément ancrées dans les imaginaires collectifs. Un penseur comme Claude Lévi-Strauss, anthropologue, a analysé les mythes de différentes civilisations et a tenté d'en dégager des formules globales, justement, des structures. Tout au long du XXe siècle, on a aussi quantité de groupes de réflexion structuralistes, certains concernant la linguistique, d'autres l'image, d'autres les arts, tels que la peinture. Certains encore, comme ça nous concerne aujourd'hui, se penchant sur l'art de monter des récits, ce qui est encore différent de l'étude des composantes de ces récits comme on l'a vu. L'un des grands groupes du début du XXe siècle, et dont les travaux sont passés à la postérité, est le groupe des formalistes russes, avec plusieurs penseurs de haut rang comme Roman Jakobson dont on reparlera peut-être. Ce groupe, formé entre 1914 et 1930, a eu une influence considérable sur la critique littéraire et la linguistique, d'abord en Russie bien sûr, mais ensuite également dans le reste du monde, quand ces travaux ont été découverts souvent des décennies plus tard, dans les années 50, 60, 70. On peut faire une première halte chez eux pour rendre visite à un chercheur qui a publié en 1928 une étude très intéressante sur les contes merveilleux russes. Il s'agit de Vladimir Propp, et comme beaucoup de chercheurs, même de cette renommée, il est peu probable que vous ayez déjà entendu son nom, à moins de vous intéresser déjà au sujet. Lui, il décide de s'intéresser aux contes, mais de s'y intéresser en laissant de côté tout un tas de choses qu'il juge superflues, pour ne garder que ce qu'il considère comme les briques élémentaires de ses récits. Il propose plusieurs choses dans son livre, et en tout premier lieu, une liste d'éléments qui jalonnent le fil des contes. Ces éléments, il les nomme des fonctions. Et comme Propp est un formaliste, il faut noter que ce ne sont pas des éléments propres au contenu, encore une fois. Ces fonctions ont l'ambition d'être la trame du contenant lui-même, c'est-à-dire de former un schéma qui porte toute l'intrigue et qui en constitue les nœuds importants, au-delà des dialogues, du ton, de la gestion de la tension, de l'attitude des protagonistes. On pourrait dire que ce sont des types de scènes, si vous préférez. Très vite, il remarque que ces schémas se retrouvent dans plusieurs contes, et que souvent, entre deux contes, on voit changer le nom des personnages, la forme d'un objet, le nom d'une ville, mais pas fondamentalement la structure. Voici les fonctions que propose Propp. Il y en a 31, il les classe en 3 parties, je ne vais pas vous énumérer leurs noms qui, mis bout à bout, forment une liste un peu opaque, mais les voici résumés. Dans une première partie, dit-il, le récit commence par l'absence d'un membre de la famille du héros. Puis le héros reçoit une interdiction, qu'il va bien sûr s'empresser de transgresser. Le méchant a connaissance comme cela de l'existence du héros, et tente d'avoir des informations sur lui. Une fois ces informations obtenues, il lui tend un piège, et le héros tombe dedans. Après avoir fait tomber le héros dans son piège, le méchant fait du mal à un membre de la famille. C'est le point de non-retour. Le héros va alors être appelé à se lancer dans l'aventure pour réparer cet affront, et il va accepter. Le héros part de chez lui. Au début de son chemin, il est soumis par un donateur à une épreuve qu'il devra réussir pour obtenir un pouvoir ou un objet qui pourra lui servir d'aide dans sa quête.
Il passe l'épreuve et le donateur lui remet l'aide magique. Le héros est ensuite transporté près de son objectif. Il affronte le méchant. Celui-ci prend d'abord le dessus et il lui inflige une blessure, mais il finit par être vaincu. Le préjudice causé par le méchant est alors réparé et le héros rentre chez lui. Mais sur le chemin du retour, il va être poursuivi. Et oui, il ne va pas réussir à se sauver si facilement. Il va être secouru et arriver finalement chez lui. Un faux héros va vouloir l'usurper et prétendre être l'auteur de son exploit. Ça peut aussi être le méchant, ça dépend des histoires. Le héros va devoir accomplir alors une tâche à l'issue de laquelle le faux héros sera démasqué et le héros reconnu. Le héros reçoit une nouvelle apparence ou un nouveau rang, le faux héros, ou le méchant, est puni. Et enfin le héros se marie ou monte sur le trône. On peut souffler un peu parce que ça fait beaucoup d'informations. On a pas mal d'éléments qui nous sont familiers et sont familiers à toutes les histoires d'aventure occidentales. Présence d'un méchant à vaincre, objet magique ou pouvoir, mariage à la fin, combat avec tension, où le méchant semble gagner en premier lieu. Vous avez là une armature typique de conte, en effet, que Propp a élaborée après une étude de ces fameux contes russes. Il dit dans son livre que tous les contes ne passent pas forcément par tous ces points. Entre certains récits, les carrefours empruntés par l'histoire peuvent en effet varier. Certains contes vont sauter le point numéro 17, d'autres vont lier les points 12 et 13 par exemple. Mais globalement, voici le chemin par lequel passent les contes merveilleux russes selon Propp. Mais le chercheur va plus loin. Dans le même ouvrage, puisqu'il a bien remarqué la redondance des schémas qui structurent les contes, il avance la possibilité que tous les contes merveilleux descendent en fait du même schéma, dont il ne serait que des variantes, une sorte de proto-conte, qui serait la matrice originelle de tous les autres. Les auteurs de contes n'auraient fait en réalité que reprendre ce schéma depuis la nuit des temps, le modifiant à la marge, donnant des noms différents à leurs personnages, peut-être, changeant l'objet de leur quête, sans doute, mais rien que des modifications superficielles. Un seul schéma, des milliers de variantes. On se raconterait en fait depuis toujours, sans s'en rendre compte, la même histoire, disons maquillée différemment. Et ça, c'est une idée qui me donne très envie d'utiliser le mot de monoconte. L'ouvrage Morphologie du conte, c'est son nom, est paru comme je vous le disais en 1928. Quand on résume un peu ce contenu comme je viens de le faire, avec le recul du début du XXIe siècle, on se dit qu'il est impossible qu'il n'ait pas été lu par un autre chercheur, dont les travaux vont avoir cette fois un retentissement inédit dans le monde de la création artistique de la seconde moitié du XXe siècle. Quand on parle de ce genre de théorie, ce une seule histoire pour les résumer toutes si vous voulez, c'est presque systématiquement le nom de cet autre chercheur qui ressort. Il est mondialement connu et a eu un impact hallucinant sur la culture populaire. Et pourtant, les travaux de Propp le précèdent de plus de 20 ans et disent à peu près la même chose. Ce deuxième chercheur, c'est Joseph Campbell. Et sa théorie phare, c'est le concept du monomythe. Joseph Campbell, vous avez sans doute déjà entendu son nom, même sans vous passionner spécialement pour ce domaine. C'est un Américain spécialiste des mythes. Il a écrit pas mal de bons travaux, notamment, pour l'anecdote, une clé de compréhension du roman Finnegan's Wake de James Joyce, et on l'en remercie parce que ce livre est absolument incompréhensible. Et Campbell nous permet de saisir que... Non, je plaisante, je n'ai pas lu ce truc. J'ai lu Finnegan's Wake lui-même il y a quelques années et je ne voudrais pour rien au monde relire un truc qui soit lié à ce livre, même si on me promet que grâce à ça je vais tout comprendre. Essayez le début de Finnegan's Wake de Joyce un jour, pour la blague, juste les 2 premières pages. Bref, dans les années 40, Campbell entreprend à peu près le même travail sur les récits mythologiques de toutes sortes et de toute culture que Vladimir Propp sur ses contes russes. Et en 49, il publie un ouvrage sur ses recherches, Le héros aux 1001 visages. Il y développe une thèse sans appel. Quand on compare les histoires présentes dans les différentes traditions mythologiques du monde, on remarque que leurs récits ont en vérité tous ou presque la même structure. Il nomme ce phénomène le monomythe, l'idée que tous les mythes n'en sont en fait qu'un seul, maniés et remaniés des milliers de fois. Là encore, on a changé par-ci ou par-là les noms, les façons de parler, les objets, mais on raconte la même histoire. Alors quelle est-elle cette structure ? D'abord un contexte, un point de départ. Le héros débute le récit dans un monde ordinaire, dans son monde quotidien.
Puis il reçoit un appel à se lancer dans une aventure. Dans un premier temps, il refuse l'appel. Mais ensuite, il va rencontrer le mentor de l'histoire, la personne qui va le convaincre d'accepter l'appel de l'inconnu et qui va le guider lors de ses premiers pas dans cet inconnu. Et quel inconnu, puisqu'en acceptant de se lancer, le héros va franchir un premier seuil qui le conduit dans un monde qui lui est totalement étranger. Un monde où il a tout à découvrir. Commence alors une séquence que Campbell nomme la route des épreuves. Pour se faire une place dans ce nouveau monde, ou du moins en devenir familier, le héros passe par une suite de défis, rencontre un certain nombre de dangers, doit résoudre des problèmes. Durant cette phase, il apprend les règles de son nouvel environnement et surtout trouve sur sa route des alliés. Il apprend aussi à reconnaître ses ennemis. Le héros approche ensuite du point le plus profond de son périple. Il se rend dans un lieu qui va être le théâtre de son affrontement avec son plus grand ennemi. Le héros y vit une mort et une renaissance symboliques. Puis, pour avoir traversé toutes ces épreuves, il reçoit une récompense. Parfois, elle est matérielle, parfois humaine, parfois, simplement, elle prend la forme d'une découverte importante concernant sa personnalité, ses capacités, qui lui permet d'obtenir une puissance nouvelle. Il décide alors s'il prend la route du retour, et si oui, il revient dans son monde ordinaire, avec ses nouveaux dons et sa nouvelle expérience, pour le rendre meilleur. Bon, on peut souffler encore un coup. Ça fait, une fois encore, beaucoup d'éléments. Vous avez sans doute reconnu en 1 minute pas mal d'histoires que vous aimez, et c'est bien normal, parce que ce schéma dressé par Campbell est un schéma très vague qui englobe beaucoup de formules qui fonctionnent plutôt bien. Plutôt bien pour que l'on soit embarqué émotionnellement avec les personnages que l'on va suivre. Ça fait longtemps qu'on l'a remarqué, vous vous en doutez, et donc elle se retrouve dans un nombre incalculable d'œuvres. Le travail de Campbell va relativement passer inaperçu durant les années qui suivent sa publication, sans doute pour une raison qui tient à la nature du monde académique. Que voulez-vous, les chercheurs sont des gens qui aiment que l'on soit précis, et qui ne sautent pas forcément de joie dès que quelqu'un met sur le devant de la scène un concept très général. La plupart du temps, plus on fait dans les grandes généralités, moins on est incisif et percutant dans la robustesse de son concept. La plupart des chercheurs préfèrent analyser ce qui fait justement la différence entre deux récits, au-delà des ressemblances. Campbell fait l'inverse. Il prend différents récits et postule qu'ils sont les mêmes dans la trame. Mais la trame, c'est trop flou pour des linguistes, des narratologues, des critiques littéraires. La théorie du monomythe n'a donc pas fait l'unanimité chez les spécialistes, loin de là. À dire vrai, elle a même été moquée de nombreuses fois. Pas assez de preuves avancées, une approche trop peu rigoureuse, et même des piques comme celle du romancier Kurt Vonnegut. Le monomythe, disait-il pour s'en moquer. En gros, c'est « le héros a des problèmes, le héros résout ses problèmes ». C'est vrai qu'on peut se demander tout de même, car cela fait 2 grands chercheurs à 20 ans d'écart et depuis 2 grands pays qui empruntent le même schéma, si la volonté de définir les grands axes des structures ne mène pas systématiquement à cela. Est-on condamné, lorsque l'on se fixe ce cadre d'analyse, à se focaliser tant sur les ressemblances entre différents récits que l'on n'a d'autre choix que de proclamer un jour l'existence d'un mono quelque chose ? Y a-t-il un mono-axe de recherche autour de ces questions ? On peut se le demander. Et surtout, finalement, qu'est-ce qu'on s'en moque, me direz-vous ? Ce qui est intéressant, c'est justement de voir pourquoi les histoires nous touchent, pas de savoir à quel point elles se ressemblent. En vérité, l'un et l'autre sont parfois liés. Mais c'est vrai, on s'en moque en partie, et la théorie de Campbell aurait très bien pu disparaître dans les limbes des théories d'analyse structurelle. Mais, vous répondrai-je, un jour, plus de 20 ans après le héros aux 1001 visages, un nouveau saut dans le temps, un jour donc, survint George Lucas. En 1973, Lucas commence à travailler sur le premier épisode de Star Wars. Ça fait déjà une petite dizaine d'années qu'il enfile les lectures de livres sur les théories d'écriture et les techniques scénaristiques, puisqu'il a fait une école de cinéma. Et notamment, c'est difficile de savoir précisément à quel âge, mais notamment donc le livre de Campbell. Le voyage du héros est un concept qui fascine Lucas, notamment à travers l'idée que toutes les histoires se rassemblent en une même trame. Si une unique trame est à l'origine de tous les mythes, pour faire quelque chose de mythique, de mémorable, de durable, qui reste dans les mémoires, ne suffit-il pas de suivre cette trame et de croire en sa chance ? Alléchant comme idée, n'est-ce pas ? C'est vrai que Campbell, lui, ne parle pas de méthode, attention, jamais. Il parle tourné vers le passé. Il se penche
sur des histoires qui ont déjà été inventées et racontées, et il dit « voilà, elles ont une même structure ». Lucas va se dire « mais du coup, on peut l'utiliser comme trame de base aussi pour les histoires futures ». Et s'il est impossible d'être sûr qu'il est le premier à le faire, il va être le premier réalisateur d'une œuvre à grand succès à le revendiquer explicitement. Vous connaissez probablement l'histoire de la sortie de Star Wars. Une histoire inimaginable aujourd'hui. 37 cinémas seulement pour le lancement, puis le bouche à oreille fou, et finalement le succès immense qui permet à la Fox, avec un seul film, de doubler la valeur de ses actions. Tout cela est écrit sur Wikipédia. Et bien dans la vague de popularité qui suit ce succès miracle, Lucas va donner dans plusieurs interviews ses inspirations. Et au premier rang de celle-ci, Campbell. À partir de là, tout s'emballe. Aux quatre coins des plateaux de tournage hollywoodiens et des salles d'écriture, des armées de scénaristes et de professionnels des métiers du cinéma se mettent à découvrir et redécouvrir ce bon Joseph Campbell, presque comme un prophète. Au point que certains scénaristes vont écrire des méthodes d'écriture scénaristique à partir de son livre. Le monomythe et son voyage du héros cessent d'être une étude des récits mythologiques et devient un plan à suivre pour monter une histoire captivante. On en a mangé à toutes les sauces de cette référence à Campbell, parfois à en vomir. Normalement, si vous avez écouté quelques interviews de réalisatrices, de réalisateurs ou de scénaristes, ou même si vous êtes un tout petit peu intéressé par le cinéma dans son ensemble, vous n'avez pas pu éviter, à un moment ou un autre, que ce nom vous saute dessus autour d'une phrase, prononcée avec une grimace et deux doigts dans la bouche, ou avec une passion non dissimulée. Campbell est devenu un symbole, celui du remède contre la fainéantise des scénaristes, mais aussi une ligne de crête entre deux camps. Ceux qui n'ont pas de problème avec cette référence et qui soutiennent que peu importe la trame d'un récit, c'est son contenu plus précis qui va lui donner une identité forte s'il est bien étoffé, et ceux qui rejettent en bloc de tels schémas archétypaux et plaident pour plus d'inventivité dans l'écriture de nos mythes à nous, que sont les blockbusters, les comics, les mangas, les séries, les BD, les sagas fantastiques et passons. J'aimerais démontrer bien évidemment que cet affrontement intellectuel n'a aucun sens à mes yeux. Premièrement, parce que le monde de la création de trames narratives quelle qu'elle soit n'a pas attendu que l'on critique les travaux de Campbell pour faire preuve d'une inventivité dont la virtuosité est largement à la hauteur pour dépasser le cadre du voyage du héros. Il ne sert à rien de plaider pour une plus grande inventivité, elle existe déjà et depuis longtemps. Il y a par exemple des intrigues qui n'ont pas de méchant, pas d'antagoniste principal. Dans ce cas, difficile de suivre le voyage du héros. Si vous me trouvez l'archétype du monomythe dans Sur la route de Jack Kerouac, c'est ma tournée. Où est-il également dans Dr House? Et les séries comiques? Où est le voyage du héros dans Big Bang Theory ou dans Friends? Et les œuvres où l'on suit une bande, un grand nombre de personnages centraux? Quel personnage fait le voyage du héros dans Il faut sauver le soldat Ryan? Regardez-le et dites-moi. Vous n'en trouverez pas, parce que les deux seuls personnages qui pourraient correspondre sont ceux auxquels l'intrigue ne donne pas ce destin attendu, justement. Dans Walking Dead, qui expérimente un voyage initiatique au terme duquel il rentrera chez lui pour transformer son monde quotidien grâce à l'expérience acquise sur la route de l'aventure? Personne, car tout espoir de ce style n'existe plus. Et alors, le schéma de Campbell n'a plus aucun sens dans un tel univers. Il s'effondre comme un château de cartes. Bref, des intrigues, de grandes intrigues, qui ont fait date et qui ne suivent pas sans réfléchir un schéma préétabli, il en existe des caisses entières. Alors oui, même dans les œuvres que je viens de vous citer, vous pourrez me sortir, par-ci par-là, des morceaux qui ont l'air de suivre tout de même le schéma de Campbell. C'est normal, et on l'a dit il y a quelques minutes, c'est en raison du caractère très vague de ce schéma, qui ne liste que d'amples étapes. Au point que, dans la plupart des œuvres, on trouve forcément un personnage ou un autre qui en emprunte ne serait-ce que 2 ou 3, même lorsque l'intrigue ne se prête pas du tout à en suivre l'ensemble. Et bien sûr, il existe aussi une flopée d'œuvres qui suivent scrupuleusement cette route, en la faisant varier à leur guise, mais en cochant toutes les cases. Ce qui m'amène à mon deuxième point. Si cette bataille n'a pas lieu d'exister, c'est parce que même dans le cadre tracé par Campbell, ou plutôt par tous ceux qui ont vu son travail comme un appel à dresser une méthode d'écriture,
Même dans ce cadre, il est possible de faire preuve d'inventivité pour donner à un récit une identité et une profondeur différentes de celles que l'on retrouve dans les autres récits. Car la structure n'est pas une prison. Elle n'est pas contraignante à l'extrême. Elle est importante, oui, mais on peut en respecter une forme et la tordre tout de même, jouer avec elle, s'en affranchir un peu sans pour autant s'en éloigner complètement. Pour illustrer ça, je vous propose d'analyser 2 œuvres. La première, c'est donc Star Wars, premier du nom, sorti en 1977 et réalisé par George Lucas, un choix tout désigné qui nous donne effectivement un aperçu assez classique d'une œuvre qui respecte fidèlement le voyage du héros. La seconde, pour comparer 2 films, c'est Spider-Man, premier du nom lui aussi, sorti en 2002 et réalisé par Sam Raimi. Les 2 films mettent en place une alternance entre scènes de la vie du héros et scènes où l'on nous montre le plan des antagonistes se construire, à travers les réunions des hauts dignitaires de l'Empire, dont Dark Vador pour Star Wars, et à travers des vues sur l'esprit de plus en plus détraqué de Norman Osborn pour Spider-Man. Ici, on ne va s'intéresser qu'au périple du héros, comme si tout s'enchaînait sans coupure. J'ai conscience par exemple que Star Wars ne s'ouvre pas sur Luke, mais sur la capture du vaisseau de Leia, mais on va faire comme si. Commençons donc par un nouvel espoir. Étape 1, Luke est sur Tatooine, dans son quotidien le plus banal. C'est un jeune pilote qui rêve d'aventure, mais qui aide surtout son père fermier dans les tâches régulières. Étape 2, appel de l'aventure par le mentor, Obi-Wan, qui découvre le message de Leia dans R2-D2, et qui révèle à Luke l'existence de la Force, des Jedi, bref, qui lui présente l'existence de son futur monde. Et refus, résigné. Tout le monde rentre à la ferme. Étape 3, découverte de la ferme en feu et des corps de son oncle et de sa tante. Et Luke accepte cette fois l'appel de l'aventure puisqu'il n'y a plus rien qui le retient. Étape 4, c'est la route des épreuves qui commence et qui court jusqu'à la fuite de l'étoile noire. Luke apprend les règles de son nouvel environnement, en commençant à s'entraîner à la maîtrise de la force, trouve des alliés, Solo, Chewie, Leia bien sûr, et apprend à connaître ses ennemis, à travers les premiers dangers qu'il rencontre, décollage en catastrophe de Mos Eisley, car repéré par les soldats de l'Empire, capture dans l'étoile noire, échange de tirs pour délivrer Leia, passage dans le broyeur, puis retour au vaisseau, sous les tirs une nouvelle fois. Il reçoit aussi de son mentor l'objet magique qui va l'aider dans sa quête, le sabre laser bien évidemment. Et durant cette route des épreuves, il perd son mentor, Obi-Wan. C'est essentiel. Le mentor doit montrer la voie, il doit enclencher la décision du héros d'accomplir son nouveau destin, mais il ne peut pas l'aider jusqu'au bout. Il doit disparaître pour laisser le héros poursuivre son chemin seul, sans indice, sans aide. Ou alors des aides alliées. Pas une aide qui est symboliquement le résultat d'un lien parent-enfant. C'est tout le principe du passage à l'âge adulte. Le mentor, c'est la formule de Morpheus dans Matrix. J'aimerais libérer ton esprit, mais je ne peux que te montrer la porte. C'est à toi qu'il appartient de la franchir. Étape 5, la grande confrontation approche. On étudie les plans de l'étoile noire, on se prépare à l'assaut, la tension monte d'un cran. Étape 6, la grande épreuve, l'attaque de l'étoile noire. Dans la grande épreuve, le héros doit utiliser tout ce qu'il a appris s'il veut gagner. Son aisance en pilotage, qui lui vient de son ancienne vie, les bases de la maîtrise de la force pour viser sans viseur automatique, et même les alliés rencontrés sur le parcours, avec Solo qui revient pour donner un coup de main. Tout ce qui a été construit culmine dans ce point. Étape 7, le combat est gagné, le héros vit sa mort et sa renaissance symbolique. Il cesse d'être un enfant insouciant pour devenir un adulte, d'une part, mais aussi un héros de guerre dans ce cas, un chef de rébellion, pas le moindre des poids à porter sur ses épaules. Étape 8, retour au camp des rebelles et récompense du héros et de ses alliés. Le retour n'est pas un retour au monde d'origine du héros dans ce film, mais c'est normal, celui-ci n'adviendra qu'au terme du retour du Jedi. Voici donc un film qui suit parfaitement ce schéma archétypal. On parle souvent de 12 étapes, j'en ai condensé certaines, mais la trame est là, sans appel. Et qu'en est-il alors de Peter Parker sous la direction de Sam Raimi ? Eh bien, l'aventure du justicier passe en gros devant les mêmes bornes, mais avec quelques subtilités. Et même si la narration de Star Wars, bien que classique, soit totalement maîtrisée et efficace, ces subtilités font, c'est simplement mon avis, toute la différence. Peter aussi nous est montré d'abord dans un quotidien tragiquement banal et peu enviable. Il est le type qui se fait emmerder au lycée,
avec lequel même le chauffeur du car scolaire s'amuse. Il est réservé, au point qu'il n'a jamais adressé la parole à sa propre voisine, même s'il en est fou amoureux. Bref. Il se fait piquer par une araignée génétiquement modifiée. C'est là le premier appel à l'aventure de l'histoire. Au contraire de Star Wars, le héros n'a pas le choix de le refuser ou non. Son aventure, découvrir ses pouvoirs, un nouveau corps, de nouvelles perceptions, commence à ce moment-là, qu'il le veuille ou non. Pourtant, le scénario va le faire être dans un double état pendant toute la deuxième séquence du film, à la fois déjà dans l'aventure et à la fois l'ayant refusé. Oui, c'est possible. Et comment faire ? En faisant en sorte que Peter embrasse ses nouveaux pouvoirs, mais ne devienne pas Spider-Man pour autant, en lui faisant faire n'importe quoi, dans un premier temps, de son potentiel nouvellement acquis. Il utilise alors son don pour gagner un combat de catch dans l'espoir de s'acheter une voiture pour séduire Mary Jane. Déjà, la légende dit qu'on a rarement vu un tel concentré de bêtises en une seule phrase. Mais en plus de cette action, découlera la première grande tragédie de la vie du héros, la mort de son oncle. Et c'est celle-ci qui poussera Peter à réellement accepter l'aventure, la vraie cette fois, devenir Spider-Man. Entre ces deux appels à l'aventure, il s'est passé peu de temps, mais une chose primordiale, magnifiquement gérée par Raimi, l'apprentissage du sens et du poids des responsabilités. Peter n'a pas ignoré le monde qui s'ouvrait à lui pour vivre un drame tombé de nulle part et finalement devoir partir, comme Luke. C'est bien plus terrible que ça. Tout simplement, froidement, tragiquement, il a fait le mauvais choix. Il a adopté la mauvaise attitude. Il a choisi de se comporter comme le lycéen qu'il était, de se tourner un peu vers lui-même dans l'espoir d'avoir, pour une fois, ce qu'il souhaitait. Ce n'était pas tant de sa faute que cela, son comportement n'est pas si illogique. Mais ça a coûté la vie à son oncle, et désormais il doit vivre avec. Peter devient donc Spider-Man sans mentor, parce que son mentor n'est déjà plus de ce monde. Il a disparu avant même que le héros ne commence véritablement sa quête. Il ne reste de lui qu'une phrase fantôme, dont Peter s'efforcera de suivre le principe. Car ce film est un film sur la responsabilité. Et même si la phrase de l'oncle Ben est devenue iconique, on n'a pas besoin d'elle pour le comprendre. En jouant ainsi avec les codes du schéma narratif, en retardant le héros dans un mauvais choix aux terribles conséquences pendant le début de sa vie transformée, le film nous l'a déjà fait comprendre. On naviguera toujours entre volonté de faire régner la justice et quête de rédemption pour soi-même. Le désir de grandir, d'aller vers l'avenir, sera toujours en partie sous l'ombre de la culpabilité du passé. Ce personnage est double, triple même. Ben l'explicite, mais tout était déjà là. Star Wars, c'est de la bonne narration, solide, comme on aime. Là, on a de la grande narration. Ensuite, route des épreuves. L'avènement de Spider-Man correspondant à celui du bouffon vert. Série de confrontations, puis épreuve finale et combat épique. Victoire, mais le film surprend tout de même par d'autres points. Aucune récompense finale, si ce n'est une plus fine compréhension de soi-même. Une note de fin sombre au possible. Bref, George Lucas a choisi un schéma. Sam Raimi a joué avec. 2 grands films, l'un à la narration classique, l'autre à la narration plus originale. Coller à un modèle, tutoyer un modèle mais parvenir à se tailler près de ce modèle une identité propre, 2 travaux d'écriture différents. L'archétype du voyage n'empêchant en rien que des inventivités parfois virtuoses fassent irruption sous nos yeux ébahis. Alors que s'est-il passé au fond de différent entre ces 2 films ? Parce que George Lucas n'est pas un mauvais raconteur d'histoire, sûrement pas. On n'a pas affaire d'un côté à quelqu'un qui avait le talent pour mettre de grandes idées à l'écran et de l'autre à une personne qui ne pouvait que suivre une voie plus facile. Ce qui s'est passé en vérité, c'est que les équipes, réalisateurs et scénaristes à leur tête, ont compris qu'une structure doit s'adapter à l'histoire qu'elle a pour but de raconter et aux personnages. En 1977, Lucas sait qu'il peut aller à l'essentiel pour ce qui est de la forme. Par sens pratique déjà, parce que lorsqu'on a tout un univers à présenter au public, des effets spéciaux à inventer, un budget serré avec lequel composer, on a un travail suffisamment complexe à mettre sur pied pour ne pas s'ajouter soi-même des échauffements de cerveau en route.
mais par confiance en son matériau surtout. Star Wars. Si le pari était réussi, allait être une claque, du jamais vu. Peu importait alors que l'aventure soit simple, elle n'en serait pas moins spectaculaire. Le film avait des points forts, et ce n'était pas nécessairement l'originalité du parcours de son héros. Peu importe, tant que ça marche. Le moindre élément d'une œuvre aussi complexe qu'un film n'a pas besoin d'être le fruit d'un travail de génie. Ce qui compte, c'est que ça fonctionne. Sam Raimi, lui, savait également que son personnage avait bien d'autres caractéristiques. Son héros n'était pas le fils d'un grand guerrier d'autrefois, promis à la maîtrise d'un pouvoir presque par hérédité. Il était un ado qui aurait pu être n'importe qui, et sur lequel était tombé un don venu de nulle part. Le film ne parle pas de Peter Parker parce que c'est Peter. Peter, c'est le jeune New-Yorkais de base. Non, le film parle de ce qui arrive lorsqu'un pouvoir hors norme tombe entre les mains d'un type ordinaire. Et donc le plus important de ce film, ça n'allait pas être la grande aventure vécue par Peter, mais les choix de celui-ci. Qu'allait-il faire pour réagir aux événements qu'il allait vivre ? En mettant en scène ce passage, au début du film, de l'égoïsme de Peter, du combat de catch et de sa petite vengeance sur le gérant de la salle lorsqu'il laisse le futur assassin de son oncle filer sans rien faire, la structure du film est venue coller parfaitement aux problématiques de ce héros. On ne fait pas toujours les bons choix du premier coup. C'est dans les films ça, si on ose dire. Peter commence donc par se rendre compte des conséquences de ses actes, quelque chose qui peut nous arriver à tous, régulièrement d'ailleurs, avec de plus petites répercussions bien sûr. En retenant un temps le héros du mauvais côté de la barrière, le film nous rappelle avec brio que parfois, ce qui fait la différence entre le bien et le mal, c'est simplement un mauvais choix, une mauvaise décision. Et qu'il suffit quelquefois, pour inverser la tendance, de se ressaisir et de devenir Spider-Man. Ou, si l'on en est incapable, de devenir le bouffon vert. Quoi qu'il en soit, voici le message. Une structure ne doit pas être une Bible. Jamais. Elle doit épouser le message de l'œuvre, quitte pour cela à être modifiée. Si le message de l'œuvre demande que l'on soit classique, il faut mettre ses rêves de grandeur de côté et rester classique. Si c'est l'inverse, il ne faut s'interdire aucune invention. Parfois, ce sera de manière très globale que ces questions se poseront. Parfois, ce sera pour un personnage ou un autre, à qui on aménagera des arrangements. Mais la structure doit toujours être mise au service du propos. Au fond, peut-être que les schémas de Propp et de Campbell fonctionnent tout simplement parce qu'ils sont un autre nom pour une eau chaude déjà connue depuis longtemps. Le schéma narratif classique, tout simplement. Nous avons tous appris cela à l'école. Situation initiale, élément perturbateur, péripétie, élément de résolution, situation finale. Ça fonctionne à la perfection, pas par magie, pas parce qu'il y a une histoire unique à la source de toutes les autres, mais parce que ça répond à des mécanismes de création de l'attention profonds chez nous. On sort un personnage de sa zone de confort, donc on veut savoir ce qui va lui arriver. On met un personnage en danger, on a peur pour lui. On donne une arme à un personnage, on veut le voir s'entraîner. On annonce un combat, on veut rester pour voir. C'est la base de la base. Le setup payoff, installation, récompense. On en reparlera. Et bien sûr, surtout même, le personnage revient changé, transformé, parce que c'est la condition pour qu'on se dise que ce qu'il a vécu valait la peine d'être raconté. Imaginez Frodon revenir chez lui, à cul-de-sac, à la fin du Seigneur des Anneaux 3, et être le même qu'au début du premier film. Le personnage doit changer au cours d'une histoire, doit évoluer psychologiquement, affectivement, moralement. Si un personnage se comporte à la fin d'une aventure comme s'il n'avait pas été impacté, comme si tout n'avait été qu'une journée comme une autre sur Terre, alors on est en droit de se demander ce qui justifiait que l'on nous raconte son histoire. L'évolution psychologique des personnages, c'est même en vérité, pour cette raison, le point le plus important d'une histoire. Parfois elle est menée avec génie, d'autres fois c'est moins le cas, et quelquefois, quand on regarde bien, elle n'existe pas, ou presque pas, avec des conséquences variables sur l'attention que l'on porte à l'intrigue, mais rarement dans le bon sens. Mais ça, c'est un vaste sujet, qui fera l'objet d'un futur épisode. On y parlera sans doute de ce qui fait une évolution maîtrisée, des différents types d'évolution de personnages possibles, et de quelques cas où l'évolution d'un personnage a laissé notre implication émotionnelle sur la touche. Je vous donne donc, pour ce sujet peut-être pour un autre, rendez-vous dans un mois.